Il y en a qui bossent, hein, et il y en a d'autres qui se promènent sans toucher le RSA. C'est beau, hein. Il y a la mer au bout. Ah, petite promenade à la mer, petite pensée, puis on va introduire le sujet Lovecraft. Pas là, là, je suis sur un passage piéton, regarde, du con. Non, non, là comme il fait beau. T'as vu le ciel? J'espère qu'il fait beau, pareil chez vous, hein. En tout cas, profitez bien si vous êtes en promenade, profitez-en bien aussi si vous êtes au travail. Et de suite pour Lovecraft. Ah, ça se rapproche, ça se rapproche la mer. Il est quoi? Il est 11 h là. Ah putain, c'est bon en plus. On est le 26 mai, je crois. Bon vendredi. Ouais, c'est vendredi aujourd'hui ou c'est jeudi? Non, c'est vendredi. Bon vendredi de l'Ascension alors. Regardez. Il y a une lumière, c'est la folie. J'aurais dû mettre mes lunettes. Bon, on va se rapprocher de la mer. On va se poser un peu, on va se trouver un coin tranquille. On démarre un peu de Lovecraft. Je vais vous parler de cet écrivain que certains connaissent, hein. Il était connu dans les années 80. Howard Philip Lovecraft, très connu, notamment par ceux qui ont joué, comme moi, au jeu de rôle, comme l'Appel du Cthulhu, comme Donjon Dragon, Warhammer, ouais. Warhammer, Stormbringer, qu'est-ce qu'il y avait encore? Croc. Non, pas Croc, c'était Bitume. Croc, c'est le mec qui l'a fait. C'est un dessinateur français. Ouais, t'avais quelques jeux français. Rêve de Dragon. Qui c'est qui était abonné à Cassius Belli? Moi je crois que mon frère était abonné, mon petit frère, parce que c'était lui qui faisait le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est celui qui anime le monde, l'univers, qui le crée, qui l'entretient et qui fait jouer les joueurs. Et c'est un peu, dans l'ordinateur, c'est un peu le système d'exploitation. Et dans l'imaginaire du jeu de rôle, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, à de suite. Bon, on y arrive alors. Puis il y a du monde en plus. Alors. Ah, il fait même plus que bon, il fait chaud là. Mais bon, je viens de marcher un peu, hein, la mer est pas loin de chez moi. On va traverser. J'adore cette vue. Allez, on va s'avancer un peu. Et là, vous avez le David du Prado, statue de David. Je sais plus quelle divinité grecque il représente. Je me souviens plus là, puis je me fous un peu en fait. Là je fais l'enveloppe, je m'imprègne en fait, je m'imprègne de l'odeur de la mer, du vent, de la chaleur du soleil, de l'air. Voilà, je m'imprègne de la promenade. Alors attendez, j'adore cette vue. On a la mer et la terre. Et là il y a une super vibration, bon vous pouvez pas la ressentir, hein, désolé mais... Voilà. Bon, on va se trouver un coin sympa, je sais pas où encore. Et puis on attaque vraiment Lovecraft. D'ailleurs, on attaquera par les jeux de rôle. Hein. J'ai fini par les jeux de rôle tout à l'heure. On va attaquer par les jeux de rôle. Notamment l'opposition que je trouve stérile et stupide entre jeux de rôle et les jeux genre MMORPG, tout ça, les jeux en ligne, les jeux que j'appellerais d'arcade, on va dire. Parce qu'avec la technologie, ils ont pris pas mal d'essor, hein, parce que maintenant, depuis l'avènement, il y a 35 ans, du micro-ordinateur, puis d'internet, il y a une vingtaine d'années, des sortes de jeux d'arcade, mais au lieu d'être sur une borne d'arcade, chez toi à jouer seul, tu peux jouer avec des gens. Allez, à de suite. On se fait un volet. On est un, deux, peut-être avec le type là-bas. C'est pas bon ici comme coin ci. Un bon coin là. Alors, on va se poser là. Hein. Moi, je voulais vous parler de Lovecraft. Non, je voulais vous parler des jeux de rôle avant. Ouais, excusez-moi, je la fais tranquille. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus.
On voit en plus, vous voyez pas ma sale tête là aujourd'hui, c'est cool. Vous allez voir le paysage. Alors ouais, je trouvais stérile qu'on puisse opposer jeux de, on va les appeler jeux d'arcade, hein, les jeux MMORPG, tout ce qui joue, qui fait appel au réflexe, qui joue en ligne ou pas, mais en tout cas par le biais d'un ordinateur, par le biais d'une tablette, par le biais de ce qu'on appelle des jeux électroniques, et leurs prédécesseurs qui sont les jeux de rôle. Alors chacun développe des qualités intrinsèques à l'être humain. D'un côté c'est l'imaginaire, de l'autre côté aussi il y a une forme d'imaginaire, même si l'imaginaire est installé par le décor, non, c'est surtout les réflexes, un autre type d'intelligence, d'autres qualités qui forment l'intelligence. Donc je trouve stupide de les opposer. Voilà, d'un côté tu as un maître du jeu, il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire sa tête et l'imaginaire des gens. De l'autre côté, l'imaginaire, on la remplace par l'ordinateur ou par le paysage. Et il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Donc pourquoi opposer des jeux qui chacun suscite des qualités différentes et en annihile d'autres? On est d'accord, c'est sûr que quand tu as un écran, ton imaginaire est amoindri. Quand tu regardes la télé, tu as plus de soucis pour lire et imaginer le décor d'un roman. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi toujours opposer? Pourquoi ne pas dire que c'est complémentaire? En plus, moi je pense que les jeux de rôle, c'est les jeux en fait jeux de rôle plus informatique. Et ben ça donne les jeux d'arcade, les jeux MMORPG, les Warcraft, le fantasy, tout ça. Hein. Avant ça, voilà, avant ça se faisait sans la technologie. Avec les technologies, c'est un petit peu comme l'informatique, savoir mathématique, savoir physique, savoir philologique, savoir linguistique, plus électronique donne informatique et donne un niveau supérieur, des choses qui sont comparables. Voilà, donc je voulais pas les opposer. Et ouais, donc j'ai trouvé un petit coin, mais il y a beaucoup de gens qui passent, ça me saoule. On va peut-être s'avancer un petit peu après. Voilà, et je voulais vous parler de Lovecraft, mais alors Lovecraft c'est pareil, donc j'ai plein de notes, mais je vais la faire de tête, parce que de toute manière, quand tu travailles tes notes et que tu les retravailles, au bout d'un moment, t'en as plus besoin. Voilà. Je vous disais, Lovecraft, non, je vais pas le faire là, Lovecraft. Ouais, je vais le faire ailleurs. Bon, allez, on va se trouver un autre coin un peu plus sympa, et tiens, on va essayer Marseille vert. Un petit tour, allez, hop. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver un endroit sans personne, sans bruit, pour parler de Lovecraft? Vous avez vu au fond là-bas, au fond, c'est Marseille aussi. C'est pas la fin. Vous voyez cette merde là-bas là, c'est de l'art. Je crois que c'était un ferrailleur en fait. Non, non, c'est de l'art. On va voir ce que c'est comme merde. Bon, tranquille, hein. Bien la promenade. Là, je vais pas bronzer par contre, j'ai horreur de ça. Aller me mettre à poil sur une plage et bronzer comme un lézard, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est un plaisir, il y en a qui aiment, hein. Je les comprends, ça détend. Hein. En plus, il y a une action prouvée du soleil sur la peau, je crois qu'il sécrète de la vitamine D. Ici, le soleil est un antidépresseur et je vous promets que c'est vrai. Je sais pas pourquoi, il fait plus d'effet que... C'est quoi cette merde? En plus, ils ont graffé ça, enfin graffé ça. Ils ont taqué ça, c'est vraiment de la merde. Excusez-moi. Au fond, les collines, c'est la limite. Enfin, c'est la limite. C'est pas encore fini. Hein. Mais on va dire, c'est la limite de Marseille. Par contre, là-bas où il y a la tour, c'est pas la limite, parce que ça continue par là-bas. On ne voit pas, la colline, bonne vibration. Donc on est parti de là-bas. Hein. Voilà, corniche. Et là, c'est la... Je sais plus laquelle c'est, celle-là, je crois que c'est le Prado. Parce qu'on confond la plage du David avec la plage du Prado. Et... Direction Pointe-Rouge. Ouais, Lovecraft, putain. En fait, pourquoi on aime bien Lovecraft? C'est un personnage. Le type, c'est un surdoué. C'est un raciste. Le WASP de l'époque. C'est pas moi qui le dis, c'est connu. Même lui, il le dit dans Red Hook. L'horreur de Red Hook. Où il décrit les populations dans le quartier où il habitait à New York comme des Lovecraft. Féodés aux grands anciens. Dans les grands anciens, on en parle avec le mythe de Cthulhu. D'abord, je vais vous parler de l'homme. Pas très sympathique. Ensuite, il souffrait de phobie, de maladie. De cauchemars, de peur nocturne, il avait peur de tout et de rien. Enfin bon, il est né à Providence, il est mort à 47 ans à Providence.
Dans la folie en plus, il était fou, son père a été interné pour ça, même s'il est mort du syphilis. Donc comment on peut aimer ce type? Le style, non. Non, pas le style, sûrement pas. Il est pourri son style, soyez honnête. À part les bouquins sur la quête onirique, c'est pas un grand style. Non, il nous faisait vibrer, ces bouquins nous faisaient vibrer, mais son style, il n'en a pas de style. C'est un style désuet, lourd, avec toujours la même structuration. Un homme qui découvre un grand secret qui entoure l'humanité aveugle, qui ne voit rien. Je sais pas, je pense pas que ce soit pour ça non plus. Peut-être parce qu'il nous a fait rêver, peut-être parce qu'on avait ça en nous, imaginer des secrets cachés, une humanité qui ne voyait rien, les endormis, nous les réveiller. Déjà à l'époque, c'était ouais, les années 80, l'appel du Cthulhu en fait. 81. C'est pas lui qui l'a lancé, hein, c'est les autres ensuite, puisque son mythe s'est enrichi. Donc on poursuit. Hein. Non, c'est peut-être ça, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. Pas une thune, malade, phobique, raciste. Un type du 19e qui s'est perdu dans le 20e siècle, le début du 20e siècle avec les migrations aux USA, New York, le capitalisme, l'époque où on croyait encore aussi que le bonheur, ça a duré cette époque, hein, de 1850 jusqu'à on va dire les années 90, on a cru que le bonheur c'était une histoire de matériel, de progrès matériel, de richesse, d'automatisation et que les humains allaient devenir des dieux, allaient se cultiver, faire de la poésie, faire pousser des fleurs et devenir plus hommes, plus humains, je veux dire, plus hommes. Ben non, ils sont encore de plus en plus cons, mais ils font de moins en moins de choses. Plus ils ont de temps et moins ils font de choses. Bon, ils font des conneries. Quoi. Non, Lovecraft, je pense pas qu'on l'aime pour ça. On l'aime pour. En fait, on sait pas pourquoi on l'aime. Hein. À part sa faculté à nous faire rêver. Moi, je me pose des questions. Après, bon, voilà, il y a l'œuvre. Il y a l'œuvre, on peut la diviser en 3 parties. Alors Lovecraft, on dit que c'est le maître du genre fantastique, mais ceux qui disent ça n'ont pas lu grand-chose, puisqu'il s'inspire de Poe. Donc oui, effectivement, il y a des générations d'écrivains comme Stephen King, comme maintenant, je suis certain que tous les écrivains fantastiques américains, vous leur citez Lovecraft, ils vous disent qu'il aurait été l'un de leurs inspirateurs. Je cite Stephen King, mais vous avez toute une littérature comme ça. Il a démarré dans les années 20, enfin sa décennie prolifique, c'est à partir de 26 jusqu'à sa mort, en 36, 30, 37. C'est là où il a fait les plus grosses œuvres, mais enfin il n'était pas connu, ses œuvres étaient connues par lui, c'était l'époque des comics, de la radio, les gens voulaient rêver, la belle époque. Donc ça marchait bien, hein. Il était, ses œuvres, ses nouvelles, il a essentiellement écrit que des nouvelles. Alors on me dit, ouais, il a fait un roman, il a fait un Char d'Exterward, mais c'est une longue nouvelle en fait. Voilà, qui a été édité en roman, mais en 72, aux éditions J'ai lu, mais c'est une longue nouvelle. Hein. Ces nouvelles étaient dans Weird Tales notamment, et The Conservative, il me semble. Non, The Conservative, c'est son fanzine qu'il a fait en 19. J'ai pas les notes sur moi, enfin je les ai prises, mais j'ai la flemme de les sortir. Voilà, pas grand chose à dire, hein. C'était quelqu'un qui a raté sa vie, qui n'était pas dans son siècle, qui n'était pas dans son élément, et qui n'avait qu'une chose pour lui, il était surdoué, mais même pas en maths, tu vois, même ça il n'était pas accompli. Il avait des problèmes physiques, des problèmes moraux avec son racisme, des problèmes physiques. Il a été élevé par ses tantes et sa mère, des problèmes psychiques, des problèmes d'argent, en fait c'est un type de problème. Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Son œuvre, hein. Son œuvre, on peut la décomposer en 3 styles. Alors moi, le premier en trois époques, hein. On va dire jusqu'à 1920. Ouais, on va le dire comme ça à peu près. 1919, 1920. Il va écrire surtout des histoires macabres, même si on verra qu'entre 1908 et 1913, il a vécu comme un ermite, il avait le contact avec sa mère et il a écrit beaucoup de poésie, hein, parce qu'il a pas mal écrit de poésie aussi, ça on le sait pas, même s'il les a édités dans les années 20. Il a donc voilà les histoires macabres, les histoires d'horreur, c'est Hitchcock avant l'heure, c'est Poe après l'heure. Alors là il a été inspiré par Poe, par Dunsany, peut-être par Hathaway, donc c'était... Qu'est-ce qu'il faisait? Il te mettait une atmosphère angoissante, la peur, ça il savait faire. Il démarrait souvent ses histoires à rebours, c'est-à-dire la fin, le héros voit la mort approcher, ou voit les créatures, ou devient fou. Et ensuite, toute l'histoire défile à rebours. Faut aimer ce style, hein, jusqu'à 1920. Ouais, faut aimer. Après, t'as 1920, 1927, je crois que c'est l'époque la plus intéressante, en tout cas pour moi, c'est ce qu'on appelle le cycle onirique. Pourquoi il court, lui? Ah oui. C'est blindé de touristes à la con, en plus. Ici, il me casse les couilles. Je pensais les éviter au Vieux-Port, excusez-moi, mais
partout, avec leur tête d'allemand là. On les voit, ils sont pas bronzés, ils sont tout pâles, on dirait des ampoules. Ils démarrent, la saison a démarré depuis un mois et là ça sera plein. Dans un mois ici, ça sera plein, on pourra plus rien faire. Donc je profite un petit peu de ça et puis qu'il y ait encore un peu de vent frais le matin ici, parce que sinon c'est le cagnard après. Donc ouais, le cycle le plus intéressant c'est le cycle onirique 1927 1900. Essayer de faire des trucs pour pas qu'on te casse les couilles, tu viens dans des endroits tranquilles et ils se sont tous donné rendez-vous pour passer devant mon téléphone. Excusez l'aparté et pépé de mes couilles. Voilà, donc 1920, 1926, excusez. Cycle onirique, c'est le plus intéressant pour moi, c'est le cycle poétique, c'est le cycle de Démons et Merveilles, c'est le cycle de la nouvelle Dogon, enfin de la nouvelle Dogon, non pas de la nouvelle Dogon, du recueil Dogon avec 8 histoires dedans, c'est son cycle, oui, il fait rêver. Donc moi je vous conseille Démons et Merveilles. C'est ce que je retiendrai de son œuvre. C'est un recueil de 4 nouvelles où le héros, ce qui est son alter ego, Randolph Carter, dans le monde qu'il a imaginé, va à la recherche d'une cité qui ne voit qu'un rêve et demande l'aide des dieux, des autres dieux, des anciens dieux. C'est vraiment le... Je trouve que son style désuet, son style avec un vieux vocabulaire anglais s'adapte mieux à ce type de cycle, hein, cycle onirique où on rêve, où tu as des grandes descriptions, des longues descriptions bien riches, où il nous fait planer. Puis là, il s'est créé tout un monde avec ce cycle, et on verra avec l'appel du Cthulhu qu'il s'est créé une mythologie. En fait, il se comporte comme un démiurge. Il va créer un monde imaginaire. Comme nous, on va dans des simulations pour rêver, il va créer un alter ego, Randolph Carter. On le voit dans Démons et Merveilles, mais on le verra réapparaître dans certaines nouvelles comme Polaris. Et le gars est tellement fou que là, on commence à le voir se détacher du réel. Durant le cycle horreur, il était encore collé au réel, puisqu'il fallait décrire des situations réelles, des histoires, etc., avec du surnaturel qui s'introduit dans le réel. Là, non. Là, c'est le réel, Randolph Carter, lui, qui se détache. Enfin, c'est pas le réel, c'est lui qui se détache du réel. Son personnage, qui part, et qui va dans l'onirique, dans d'autres mondes. Donc, on commence à ressentir la folie dans ses écrits, et c'est une folie assez géniale. Moi, je vous invite, voilà, Démons et Merveilles. Je crois que c'est le meilleur de ce cycle. Et le troisième cycle, jusqu'à 37, de 26 à 37, alors il se sépare de sa femme Sonia Bell, mais bon, il s'est marié comme ça, hein. Il s'est marié parce qu'on devait se marier, quoi. Ils ont à peine vécu, elle est partie à Cleveland, c'était une bourgeoise qui avait perdu de l'argent, une bourgeoise qui a fait faillite et qui a dû aller à Cleveland travailler, il l'a pas rejoint, il quitte New York, qu'il adorait New York au départ et qui s'est mis à détester, hein. Il adorait New York en 24 quand il s'est installé avec elle, et il déteste New York en repartant à Providence, là d'où il vient, dans le Rhode Island. Sa mère est morte en 21, ça a été son déchirement aussi, hein. Oh, sur un plan psychiatrique, psychologique, on retrouve quand même un cas d'école avec lui. Et apparaît le mythe de Cthulhu. Alors le mythe, lui, il va installer le premier étage. Ensuite, des gens comme Auguste Derleth, comme Clark Ashton Smith, comme peut-être pas Robert Howard qui a créé Conan le Cimérien et qui était l'un de ses amis. Alors lui, il avait des amis épistolaires, hein. Et ses amitiés étaient épistolaires. Ses amis ne l'ont jamais vu, en vrai. Même Auguste Derleth qui reprendra son héritage et qui développera le mythe de Cthulhu, qui l'enrichira, qui créera un troisième étage, des dieux anciens, qui auraient viré les grands anciens eux-mêmes qui dirigeraient la Terre, ou en tout cas qui seraient prisonniers sur Terre et dans notre univers, et qui attendraient une conjonction astrale favorable pour réapparaître et reprendre le pouvoir sur Terre, en attendant leurs adeptes à qui ils donnent des pouvoirs sont sur Terre et œuvrent. Leurs adeptes, c'est souvent des tribus perdues, ou alors des bourgeois dans des sites industriels assez riches pour mener une vie délectante qui auraient ce savoir. Ça nous rappelle un peu les sociétés secrètes, les sorciers, les magies, les guerriers des ténèbres. Ça nous rappelle un petit peu les anges déchus. Virés, hein, les grands anciens seraient les anges déchus. Alors les grands anciens, c'est surtout 5 dieux, hein. Alors le plus emblématique, c'est Cthulhu, alors que c'est pas lui le chef en fait. Tu as Azathoth. Azathoth qui correspondrait à Yao, on dit qu'il est né en même temps que l'univers. On dit qu'il était là au commencement du temps. Ça rappelle Yao, Léon, qui aurait créé l'univers chez les gnostiques. Derleth introduit un petit peu une notion gnostique avec un troisième étage. Des dieux anciens qui auraient viré des grands anciens, pardon.
Il a introduit des dieux extérieurs, il a introduit des gens comme Nodens, comme Blas, qui sont des divinités qui existent dans d'autres mythologies. D'autres encore vont enrichir le mythe. On y introduira Abdul al-Azred dès le départ, l'arabe dément, son fameux livre, le Necronomicon, qui n'a jamais existé. Mais bon, la puissance du récit, la puissance de la mythologie Lovecraftienne est telle qu'on a vendu des Necronomicons dans les années 90 et beaucoup de gens pensaient que ce livre existait, que c'était un grimoire secret qui existait. Alors que non, il n'a jamais existé, à part dans l'imaginaire de Lovecraft. Cette partie-là est intéressante pour les joueurs de jeux de rôle, elle est intéressante aussi pour ceux qui s'intéressent aux mythes, parce qu'ils développent une mythologie. Donc on a Azathoth et on a ensuite les 4 autres dieux qui sont Yog-Sothoth, Shib-Niggurath, Nyarlathotep, le messager d'Azathoth qui veille à satisfaire tous ses besoins, et Cthulhu, le plus emblématique. Il donnera l'appel du Cthulhu en 81, un jeu de rôle, avec une voiture casse-couille qui passe devant ma caméra et qui fait du bruit en crissant sur le chemin. Non, je rigole. Alors Cthulhu, c'est plus une pieuvre. Hein. Azathoth, ça ressemble à une chèvre. Hein. Donc on dit c'est Anne, c'est Yao, c'est Yadalbot, c'est le dieu des religions du livre. Non. Ensuite, tu as Cthulhu qui rappellerait Ea, Enki. Donc ça coupe à chaque fois avec des voitures casse-couilles, excusez-moi, je reprends donc voilà les 4 dieux plus 1, donc Azathoth, Cthulhu, Shib-Niggurath, Nyarlathotep, Yog-Sothoth. Pour la faire courte, donc Azathoth, je vous ai dit que ça rappelait Yao, Léon, le dieu des religions. Par certains aspects, puisqu'on l'appelle aussi le sultan des démons, il rappelle Satan, Sétan. Nyarlathotep, qui est son messager, rappelle aussi Satan, qui est aussi le messager des dieux, il sert Dieu, hein, c'est le procureur, on en parle souvent. Cthulhu rappelle plutôt Ea, Enki, Osiris, Bolan Yocté, hein, mais dans sa version Ea plutôt, c'est-à-dire le prince des eaux, Shib-Niggurath, etc. Un mythe puissant, tellement puissant, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, un mythe tellement puissant qui donnera lieu à l'apparition de Abdul al-Azred, l'arabe dément. Qui, de par ses visions, a écrit Necronomicon, le livre Necronomicon, qui sera vendu et qui connaîtra un petit succès dans les années 90, alors que ce livre n'existe pas. Tout le monde a cru que c'était un vieux grimoire du passé dont Lovecraft s'est intéressé et a mis dans sa mythologie. Non, la mythologie Lovecraftienne est tellement puissante qu'il a créé un livre qu'on croit qu'il a toujours existé. C'est pareil, il y a du gnosticisme, il y a du babylonien, il y a de l'Égypte, il introduit Nodens, il introduit, comment elle s'appelle, Bastet. Mais lui-même est un mécanicien scientiste, il voit l'univers comme une mécanique. Et là encore, une fois, chapeau. Il n'est pas dans les religions, il n'est pas dans le mysticisme. Non, non, c'est un souffre-deux, il est tout malade. Et le gars, il ne croit qu'en la pierre, quoi. C'est un bourgeois wasp, voilà, un type du 19e siècle perdu dans le 20e. Donc ça donne plus de puissance encore à son mythe. Parce que même moi, j'ai l'impression qu'il a pris au gnostique, qu'il a pris un peu à tout le monde et qu'il a construit un vrai mythe. Voilà, les grands anciens qui chassent les anciens, qui sont prisonniers dans notre univers et qui attendent le moment propice, une conjonction astrale favorable pour arriver sur Terre. Leur venue est préparée par leurs adeptes, qui sont soit des bourgeois occidentalisés blancs qui ont les moyens de vivre en dilettante, soit des tribus perdues ou des vieux sorciers un petit peu partout sur Terre. La trame du récit cthulhuéen, du mythe, c'est toujours pareil, un homme, un bourgeois, blanc, anglo-saxon, qui découvre un jour des bizarreries, puis qui entame une quête, soit une quête sans bouger, c'est-à-dire une quête informative, soit une quête carrément à travers le pays, qui va tomber sur le grand secret, à savoir que l'humanité vit confortablement et aveugle des horreurs qui l'entourent, et notamment ses grands dieux. Souvent, cet homme est aidé localement ou par des divinités. Il y a une phase de recherche du secret, puis il y a toujours à la fin, qui peut être au début de la nouvelle, c'est-à-dire il trouve le secret, il est repéré par les adeptes, il est repéré par la divinité, il devient fou, il va se faire massacrer. Et souvent, les histoires démarrent comme ça, dans le mythe du Cthulhu. Un mythe puissant, hein,
C'est peut-être ça d'ailleurs le truc, je me demandais pourquoi on aime bien Lovecraft, c'est qu'il a su nous faire rêver avec son mythe. Et ce mythe-là, il va être développé ensuite par Auguste Derleth, qui sera un petit peu son exécuteur testamentaire, qui introduira, c'est lui qui introduit Noden, c'est lui qui introduira Bastet, qui introduira la vision gnostique avec les grands anciens, il introduira des dieux extérieurs, d'autres encore au cours du temps ont introduit des divinités, Cthulga, enfin bon là moi je trouve ça un peu pitoyable, Ituga, voilà j'en cite quelques-uns, mais oui on va dire il vaut mieux s'arrêter à Derleth pour le mythe. Le mythe est très intéressant aussi, pour ceux qui aiment, pour ceux qui ont joué au jeu de rôle comme moi, à l'appel du Cthulhu. Ça permet un petit peu d'enrichir le jeu, d'enrichir les sessions, et puis en même temps de se faire plaisir. Donc oui, il a un style pas super, sauf pour ce qui est de son cycle onirique, 1920-1926, mais une puissance dans la fabrication du mythe, une puissance dans son évocation, et c'est voilà, comme un Colombo, on sait qui a tué, pourquoi il a tué, comment il a tué, qui va l'attraper, qui lui-même est, mais on va le voir le Colombo. Ben là c'est pareil. On sait ce qu'il doit découvrir, comment il va le découvrir, pourquoi il le découvre, ce qu'il va devenir, mais ben, on se plaît à rêver en lisant du Lovecraft. Des nouvelles, bah, je sais pas, la couleur tombée du ciel. Démons et merveilles, on peut retrouver en version courte la quête onirique de Kadat, qui est en fait la 4e nouvelle à la recherche du Kadat. Dagon, le recueil de nouvelles Dagon aussi. Je suis d'ailleurs, qui est à la fois une nouvelle et un recueil. La musique d'Eric Zahn, l'affaire Charles Dexter Ward. Cool Air. Mais moi je vous conseille franchement pour le cycle onirique, je vous conseille Démons et merveilles. Voilà, je pense avoir un petit peu tout dit sur cet écrivain méconnu et connu à la fois, puisque voilà, on connaît plus son œuvre que lui-même, qui a eu son moment de gloire dans les années 80, en tant que personne, qui a eu son moment de gloire en tant qu'écrivain méconnu dans les années 20 grâce à Weird Tales, hein, pour tous ceux qui connaissent. Hein. Ben, c'est tout, c'est tout. Je vois pas ce qu'il faudrait rajouter. Oui, si ce n'est que bon voilà, au travers du personnage raciste, maladif, phobique et surtout fou, bah, on a une œuvre qui lui ressemble. Hein. Il a créé un monde onirique, il a créé un personnage, un avatar, hein, on dirait maintenant avec les simulations. Et il s'est progressivement évadé durant le cycle macabre, le premier cycle. Il était encore accroché au réel et il introduisait de l'imaginaire, des créatures horribles. Et c'était encore du beau, il était encore au contact du réel, ça se jouait dans le réel. Là, avec Randolph Carter, avec la recherche de Kadat dans Démons et merveilles et dans d'autres nouvelles, on prend quelque chose du réel, lui, qui se détache donc du réel et qui va dans le monde onirique. Là, il y a un détachement, c'est le début de la folie qui se transforme en horreur à la fin avec le mythe de Cthulhu. Voilà, à travers son œuvre, on voit son évolution un petit peu bizarroïde, un petit peu folle. Voilà, ben on va poursuivre un petit peu. J'espère en tout cas que vous allez avoir une bonne image. On va poursuivre un petit peu. Est-ce que je poursuis vers Pointe-Rouge ou pas? Vous voyez, c'est le sud de Marseille. Hein. On l'a pas encore fait. Donc là, c'est un avant-goût de ce que je ferai cet été. Je vais attendre un petit peu encore pour le faire. Peut-être le faire en vélo aussi. Mais il y a des choses à faire. Puis il y a des randos aussi par là. Le massif que vous voyez là, derrière, donc là, c'est le massif des Calanques. Derrière, vous avez les Calanques. Certaines inaccessibles à pied. Bon, il faut y aller en bateau. Et puis d'autres qui supposent quand même un certain trajet, mais je les ferai plus tard. Et vous avez quelques randonnées à faire, hein, Marseille vers Aude, c'est des petites randonnées d'1h30, 2h, hein. C'est pas des vraies randonnées, c'est plus des promenades, mais c'est assez sympa. Un de ces quatre, je vous inviterai à en participer à une, hein, peut-être Marseille vers. Voilà, donc Lovecraft, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, donc là, ça sera sur la Loca. La Loca continue, hein, donc il y aura plus de l'artistique sur la Loca. El Loco continue, il y aura plus du politique, il y aura plus de l'actualité, donc n'hésitez pas à rester sur les deux. Donc la chaîne El Loco, la chaîne La Loca, et j'espère que ce Lovecraft, ce court portrait Lovecraft en plein air vous plaira.
Allez, ciao tout le monde et portez-vous bien. Tu sais ce que c'est devant toi? C'est un pouce géant. Tu peux te le mettre dans la poche. Voilà. Et on va direction Sormillo-Mazargues, dans le sud de Marseille, pour ceux qui connaissent. Super temps. Il se met à faire chaud quand même. Et les kilomètres, je dois bien être à 8 bornes là. Avec tout ce que j'ai marché. Puis j'ai au moins le double à faire. Bon, je vous laisse. Hein. Ciao. Alors, prends un coup de pouce. Là, tu veux un coup de pouce du destin, regarde. Voilà. C'est bon, hein, j'adore ces arbres. Qui c'est ça? Voter pour une France patriote. Vincent Vidal. Vous connaissez la blague Motul Vidal? Non, 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 c'est Vidol. Avec la Vidol, tu t'envoles. Avec la Motul. Ciao. Je stoppe des gros pédales. Je sais pas, je supporte pas le réclame. Alors on est vendredi, il y a la demi-finale de top 14 par contre. Il y a que des Clermontois tout pâles dans la ville. Ils vont prendre une branlée encore par Toulon, au Vélodrome. Il paraît qu'ils jouent... Ah non, c'est Lorient, je suis con. Non, La Rochelle, La Rochelle. Ouais, j'en sais rien. La Rochelle. Orange Vélodrome. Si on m'avait dit que ça aurait un nom de ferme de téléphone. Mais bon, le cirque Maximus, vous connaissez, sur Rome. Alors vous aviez le cirque qui pouvait se transformer en immense... on appelle ça en immense lac pour faire des batailles navales, je rigole pas. Vous avez les courses de quadrige, courses de chevaux, les batailles de gladiateurs, tout un tas de spectacles, hein. Bon, on y revient. Et vous aviez autour des galeries où il y avait des commerces, il y avait de la prostitution, il y avait des gens qui traînaient, une sorte de galerie marchande. Vous voyez comme quoi on n'a rien inventé. Et donc Orange Vélodrome, c'est le mariage entre le sport et le business. Et rien n'a changé depuis 2000 ans. Puisque les marchands, par exemple, les gros bourgeois et les marchands pouvaient sponsoriser des gladiateurs. Les gladiateurs étaient les vedettes de l'époque, on vendait leur sueur, ils avaient du succès. Ils avaient du succès auprès des femmes, etc., etc. Rien n'a changé en 2000 ans, voilà. Là, on est dans le 8e, donc on est à côté du Vélodrome. Hein. La promenade continue, là, je fatigue un petit peu, mais bon, on doit être entre 12 et 15 bornes de promenade, de randonnée de ville, comme je dis. Et il m'en reste encore 5, peut-être, pour arriver. Allez, je poursuis.